Adaptation du livre de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, écrit en 1966, film de science-fiction, mais aussi film noir réalisé par Ridley Scott et sorti en 1982, provoquant un réel flop à sa sortie, Blade Runner est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la science-fiction et du cinéma. Son histoire se déroule en 2019, alors que la Terre est surpeuplée, l'homme choisit de coloniser l'espace avec l'aide de robots esclaves nommés réplicants. Les plus évolués d'entre eux réussiront à s'échapper, et Rick Deckard, nommé Blade Runner, est chargé d'éliminer ces réplicants. Il doit alors en retrouver 4 d'entre eux, des Nexus 6, derniers nés de la technologie développée par la Tyrell Corporation. Sous un fond romantique, noir et un esthétisme incroyable mené par un Harrison Ford et un Rutger Hauer au sommet de leur art, Ridley Scott livre en 1982 un film qui deviendra une œuvre culte, père du cyberpunk et réelle réflexion philosophique sur l'homme et son humanité. Il était une fois le répliquant, il était une fois Blade Runner. It's too bad she won't live. But then again, who does? More human than human is our motto. Comme dit en introduction, Blade Runner c'est un film qui n'a pas eu un énorme succès à sa sortie, et c'est l'adaptation d'un livre qui lui-même n'a pas eu un énorme engouement à sa sortie, même si les critiques littéraires admettent volontiers la force de l'écriture de K. Dick. L'histoire des chefs-d'œuvre du 7e art sont toujours compliquées, et Blade Runner ne déroge pas à la règle. C'est en 1978 que Hampton Fancher, après moult péripéties, décide d'écrire un scénario adapté du roman Do Androids Dream of Electric Sheep. Scénario qui intéresse Michael Daly, producteur hollywoodien qui a déjà bien fait ses preuves. Philip K. Dick est un peu sceptique à ce moment-là. Personne ne lui parle trop du projet qui, il faut le savoir, avait déjà connu des essais d'adaptation par le passé qui se sont soldés sur un échec. Alors que le film peine à trouver une société pour le produire, 3 réalisateurs sont retenus pour mettre en scène le long métrage. Tout d'abord Adrian Lyne, puis Mitchell Apted, et enfin Ridley Scott. C'est finalement Robert Mulligan qui obtient la réalisation du projet, assisté par Universal, mais après 3 mois de travail, les tensions montent entre le réalisateur et les scénaristes pour cause d'opposition d'idées, puis malheureusement Mulligan se retire, et Universal avec. Finalement, CBS Film s'intéresse au projet, qui est vendu comme un petit film à 9 millions de dollars. Si Ridley Scott est bien parti pour réaliser le film, finalement il va refuser pour se concentrer sur son projet Tristan et Isolde. Sans parler du fait qu'il veut réaliser son propre Dune. Nous sommes donc en 1979, les projets de Ridley Scott patinent, il faut le dire, et donc il va tout lâcher pour commencer à réaliser Blade Runner. À l'époque, le film s'appelle encore Dangerous Day, et avec ce film, Ridley Scott veut faire Dune, un film de science-fiction aussi fort par son histoire que par son esthétisme. En 1980, Ridley Scott est officiellement le réalisateur du film, mais ses ambitions sont trop grandes. Le budget s'élève à 11 millions de dollars et CBS Film se retire. Pas grave, le seul nom de Scott amène d'autres studios et c'est Filmwise Pictures qui s'engagent dans l'aventure. Mais rebelote, Scott veut plus d'argent, 20 millions de dollars exactement, et ils devront donc trouver des fonds ailleurs. Mi-1980, Scott et Fancher réécrivent le scénario, et cela durera 8 mois. Scott adapte le roman à sa sauce, il ne veut pas les rues vides du livre, il veut un futur surpeuplé et bordélique. Vu que les personnages d'Alien ont beaucoup été critiqués, Scott travaille beaucoup sur ceux de Blade Runner, et surtout sur Deckard, le Humphrey Bogart du futur selon lui, l'anti-héros sans attache. Mais plus que ça, Scott s'inspire surtout de la bande dessinée pour écrire Blade Runner. Et c'est entre Métal Hurlant et The Long Tomorrow qu'il crée ce futur si particulier qui hante son film. Et le titre du film, Blade Runner, est enfin trouvé grâce à l'écrivain William Burroughs, qui est notamment connu pour avoir écrit Le Festin nu, qui sera adapté plus tard par David Cronenberg. Et donc Scott va continuer d'essayer d'écrire le film, si bien que tout ce qu'avait écrit Fancher se retrouve mis à la trappe un petit peu, et ça va être vraiment les idées de Scott qui vont être mis en avant dans le film. Mais il y a un truc qui fait hic, évidemment, Fancher n'est pas d'accord pour que Scott prenne son scénario et en fasse son truc à sa sauce.
Du coup, Scott va dire, soit vous virez Funcher, soit c'est moi qui pars. Et ce qui va se passer, c'est que Funcher va être viré, et à la place, c'est David People qui va le remplacer en scénariste. Finalement, le scénario sera donc celui de Scott, avec des idées d'un peu tout le monde. Même des 2 acteurs principaux qui seront retenus, Ford et Hauer, qui participeront plus tard à la création des dialogues, ou du moins la réécriture. Malheureusement, alors que tout semble bien se dérouler, Film West Pictures quitte le projet soudainement, rejoignant De Palma et son Blowout, laissant Blade Runner, qui ne trouvera finalement des fonds qu'auprès d'investisseurs. Et une bonne nouvelle quand même, Philip K. Dick reçoit enfin la dernière version du scénario, nous sommes en 1981, et ce dernier est ravi. Disant que le film est même mieux que son livre, le tournage peut donc commencer. Avant de rentrer dans les détails du tournage, évidemment, il faut trouver des acteurs pour incarner les personnages que Scott a mis tant de temps à peaufiner. Lorsque Fincher écrivait le rôle de Deckard, notre personnage principal, un nom lui venait en tête, et c'est celui du fameux prêcheur de La Nuit du Chasseur, Robert Mitchum. Lorsque Scott reprend l'affaire, c'est Dustin Hoffman, notre lauréat préféré, qui est sollicité durant plusieurs mois. Malheureusement, sa vision du personnage n'est pas la même que Scott, et il laisse le rôle. Après avoir envisagé des Al Pacino ou des Peter Falk, ça doit être pour l'esprit enquêteur Columbo ça, eh bien c'est Harrison Ford qui est choisi, principalement grâce à son rôle dans Star Wars, et parce que Steven Spielberg, qui vient de tourner Les Aventuriers de l'Arche perdue avec lui recommande le rôle. Ford veut pour une fois incarner des personnages profonds. Le choix est donc fait. Sean Young suit assez vite pour le rôle de Rachel, et il en est de même pour Rutger Hauer en Roy grâce à ses performances dans les premiers films de Verhoeven. Philip K. Dick l'approuve totalement, disant qu'il n'y aurait pas meilleur choix. Sans oublier Daryl Hannah en prise, qu'on retrouvera des années plus tard dans le Kill Bill d'un certain Quentin Tarantino. Lorsque Ridley Scott tourne Blade Runner, il a déjà derrière lui un bon bagage SF, genre à la mode et considéré depuis la sortie de La Guerre des Étoiles en 1977. Bref, Scott a un bon bagage SF vu qu'il a déjà mis en scène le cultissime Alien, le 8e passager. Film à l'esthétique exceptionnelle et déjà très marqué. Alien avait cette ambiance créée par le plasticien H.R. Giger qui dessinait les créatures, les décors et surtout l'alien en lui-même. Et il n'est pas stupide de remarquer à quel point Blade Runner, tout en créant son propre style, s'inspire en partie de l'atmosphère froide et tout en brume d'Alien. Mais il a d'autres sources d'inspiration visuelle, notamment les films noirs classiques. Si Deckard est le Humphrey Bogart du futur, on retrouve également des figures très connues de ce genre, comme la femme fatale, Rachel reprenant très bien ce rôle avec son style très années 40, et évidemment, on retrouve le fond de Los Angeles sombre. Et tout cela, on le doit en grande partie à Scott, qui dessine, storyboard et conçoit avec le directeur artistique Michael Dilley toute l'esthétique du film. Peinture de Vermeer, gravure de Hogwarts, photographie de Jacob Riis, ou même métal hurlant, comme déjà cité, c'est tout cela parmi tant d'autres qui inspireront Scott pour créer ce Los Angeles futuriste. La plupart des scènes du film sont tournées dans le studio de Burbank, sur le plateau New York Street, plateau qui a été énormément utilisé pour les films noirs de la Warner durant l'époque classique. Et quand on voit Blade Runner, on ne peut, ne pas s'arrêter devant la beauté du film. Alors oui, on m'a déjà dit que Blade Runner était un film moche, qui avait mal vieilli. Je n'arrive pas à concevoir comment on peut trouver Blade Runner moche, mais bon, il en faut pour tous les goûts, j'imagine. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est le cas. Donc cette beauté, elle vient surtout des effets spéciaux réalisés par EEG, on va prononcer à la française, qui avait déjà travaillé sur 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, on ne le présente plus. Le budget des effets spéciaux de Blade Runner s'élève à 3,5 millions de dollars, ce qui semble aujourd'hui relativement peu, et encore beaucoup de choses n'ont pas été réalisées pour réduire le budget final. Mais le résultat ne manque pas d'impressionner. Les pyramides Tyrol comportaient 1000 fenêtres pour 2,5 mètres de profondeur, les maquettes et les plateaux de 5 mètres de long ont été fabriqués pour créer des vues panoramiques de la ville, et beaucoup de techniques qu'avait créées Rencontre du troisième type furent réutilisées. Bref, un nombre impressionnant de miniatures ont été créées pour le film, des spinners notamment. Les bâtiments, la ville également, enfin bref, ce fut un travail créatif et physique incroyable. On ne peut qu'admirer ça quand on voit le film. Le directeur de la photo, c'était Jordan Cronenweth, qui se donne comme mot d'ordre de créer une atmosphère assez particulière,
voulant donner une réelle impression de claustrophobie, s'inspirant même selon lui du travail de Greg Toland sur Citizen Kane d'Orson Welles, qu'on ne présente plus non plus. Le tournage débute le 9 mars 1981, soit à peu près un an avant la sortie du film, et il durera 4 mois. Le tournage fut, comme dans beaucoup de films, assez compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le réalisateur et les studios ne s'entendaient pas, parce que c'est souvent dans les films. Et même du côté des acteurs, ça ne s'entendait pas beaucoup, puisque Sean Young et Harrison Ford ne s'entendaient pas du tout. Enfin bref, les soutiens financiers s'effondrent au fur et à mesure du tournage. C'est un film de science-fiction d'auteur, très loin de la guerre des étoiles que Scott tente de réaliser, et ça ne plaît pas au studio. Lorsque le film est terminé, les projections de presse sont désastreuses. Le film est très mal vu par les producteurs de Tandem, auxquels le film est maintenant rattaché, et par les spectateurs. C'est ainsi que le film, jugé trop confus, se voit affluer d'une voix off et du happy end. C'est là la fameuse scène, je sais pas si vous avez vu la Theater Cut, et bien dans cette fameuse scène, à la fin, on voit Deckard et Rachel qui élèvent des poules à la campagne, enfin... Wouhou. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour faire cette fameuse happy end, ils ont utilisé des plans de Shining de Stanley Kubrick qui n'ont jamais été utilisés dans le film de Kubrick. Et c'est sous cette forme que le film est sorti, forme qu'on retrouve assez rarement de nos jours, dans les DVD actuels, c'est plutôt la Director's Cut ou la Final Cut qu'on trouve. Avec une musique originale composée par Vangelis qui donne énormément à l'œuvre, cela ne suffit malheureusement pas pour que le film ait un grand succès. Et oui, donc finalement, Blade Runner fait partie de ces œuvres qui ont eu un très grand budget, qui ont eu beaucoup d'ambition, et qui pourtant n'ont pas été suivies par le public. Avec seulement 41 millions de recettes pour le film, alors qu'il a coûté 28 millions, le film rentre dans ses frais, mais très difficilement, et avec des critiques qui ne sont pas géniales. La raison, ou plutôt les raisons, ne sont pas par rapport à la qualité du film. C'est surtout déjà parce que Blade Runner est sorti durant l'été 82, soit en même temps que E.T., antithèse complète de l'esprit du film de Scott, qui remportera tout l'argent des spectateurs cet été-là, sans parler de Tron, qui sortit aussi à ce moment. La SF inondait le marché en 82, faut dire, et pas de la SF d'auteur que Blade Runner veut incarner. On va voir plus des films familiaux. Et parfois, on peut dire des films que le public n'est pas allé le voir, mais que les critiques et les grands cinéphiles ont défendu le film corps et âme, et après il a eu un petit succès parce que les gens se sont rendus compte qu'il était bien. Alors c'est pas le cas, parce qu'à l'époque, en fait, les critiques étaient très divisées. Il n'y avait pas du tout tous les cinéphiles qui disaient « Waouh, Blade Runner c'est génial », c'était plutôt la moitié disait Blade Runner c'est trop nul, et la moitié disait Blade Runner c'est génial. En fait, c'était un peu le Tenet de l'époque. Sauf que Tenet a eu un plus gros succès en salle, enfin bref. Les critiques négatives n'ont pas vraiment été très tendres avec le film. Le principal défaut pour eux sur Blade Runner, c'est l'absence de cœur, l'absence de sentiment qui est pas présent dans le film, et qui en plus à la fin on rajoute une happy end, ce qui est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les critiques. On t'a mis un film où une absence totale de sentiments pendant 2 heures, et à la fin on te met une happy end avec des poules, enfin... Bref, heureusement, tout ça a été enlevé dans la Director et la Final Cut qui sortirent plus tard. La Director's Cut enlève la fin et la voix off, et c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on a souvent retrouvé le plus facilement en DVD du moins. Et ensuite, il y a eu la Final Cut qui change carrément la couleur, etc. du film, qui est selon moi la meilleure version. Si vous voulez voir le film, voyez-le en Final Cut. De toute façon, le film, s'il est toujours disponible sur Netflix, c'était la Final Cut qu'il y avait. En Blu-ray, le plus souvent, il est disponible en Final Cut et en Director's Cut également. Mais pourtant, selon certaines critiques, le film est une perfection. Et c'est en partie grâce à sa sortie VHS qu'il deviendra une œuvre phare du cinéma. Il est l'une des vidéos les plus louées de l'histoire, par exemple. Les gens peuvent revoir le film, et les critiques également, afin de se refaire un avis et de mieux comprendre la richesse du film. Réévalué, Blade Runner devient très vite un film culte du 7e art. Un chef-d'œuvre qui donnera naissance au genre du cyberpunk au cinéma. Il donnera même lieu à une suite sortie en 2017 et réalisée par Denis Villeneuve, avec en tête d'affiche Ryan Gosling, film qui connut un léger flop, nommé évidemment Blade Runner 2049, qui pour moi, même si c'est un très beau film, a l'esthétique incroyable, ne vaut pas le premier dans toute l'esthétique qu'il a créée, la musique, les acteurs, avec un Rutger Hauer qui n'a rien à envier à d'autres personnages du 2049, et même si la suite offre des questionnements intéressants,
est un film qui aurait mérité bien plus de reconnaissance, il n'arrive pas à égaler son prédécesseur à mon sens. Analyser et étudier Blade Runner est une tâche assez ardue vu la complexité de l'œuvre et toutes les thématiques qu'elle aborde. Très ancré dans ce qui deviendra le néo-noir, le film aborde 2 thématiques que voulait déjà aborder Cadic dans son livre. La première, évidemment, c'est celle de l'être humain. Qu'est-ce que être humain et qu'est-ce qui définit l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'on est un androïde ou un humain? C'est une question philosophique à laquelle on essaye toujours de répondre, mais ce qui ressort le plus dans les définitions connues, c'est que l'humain, c'est quelqu'un qui ressent l'empathie. Et c'est ce qui fait de nous, pour beaucoup de penseurs, des êtres humains. Alors Blade Runner présente à première vue un humain chassant 4 robots qu'il faut craindre. Mais plus les films avancent, plus on se rend compte de l'humanité qui entoure les réplicants, car pas de bol, Roy, le leader, ressent l'empathie, la tristesse de la perte de ses coéquipiers, et il ressent même de l'amour, même plus que Descartes ne le fait. Et cela rejoint parfaitement la deuxième thématique que Cadic met en avant dans son œuvre. En combattant le mal, on devient soi-même le mal, je cite. Car en fait, au final, pour Cadic, la bataille déshumanise tout le monde. Mais cela va plus loin. Plus le film avance, et plus Descartes devient de moins en moins humain, alors que les réplicants deviennent de plus en plus humains aux yeux du spectateur. La scène finale en est la plus belle preuve. À partir de cet instant, il n'y a plus de différence entre les 2 camps. Surtout que le film aborde une question qui en a fait réfléchir beaucoup et que je n'ai pas encore abordée, et qui est évidemment, est-ce que Descartes est un réplicant? C'est une question qui va encore plus dans le sens que plus le film avance, plus Descartes est déshumanisé. Il perd son humanité parce que le spectateur se demande de plus en plus est-ce que Descartes ne serait-il pas lui-même un réplicant? Pourquoi le spectateur penserait-il que Descartes est un réplicant? La vision de la licorne paraît indéniablement comme indice sur la réelle identité du personnage. En effet, plusieurs fois durant le film, Descartes rêve d'une licorne, revenant encore et encore dans le long métrage jusqu'à en devenir l'un de ses symboles. Il faut se rappeler que chaque Nexus a des souvenirs incorporés, lui donnant l'impression d'avoir réellement vécu toute une vie, alors que leur longévité n'est que de 4 ans. Ainsi, Rachel pensera prouver à Descartes qu'elle est humaine, parce qu'elle le pense vraiment, en lui montrant des photos d'elle enfant, souvenirs créés de toutes pièces. D'ailleurs, toutes ces créations de souvenirs, appuyées par la devise des Tyrell, plus humain que l'humain, eh bien, marquent encore l'infime frontière entre l'humain et le réplicant. Ils saignent, ils ressentent des choses, et certains sont même convaincus d'être humains. Enfin bref, tout ça pour dire que le 3e thème central du film, qui a plus été mis en avant par Ridley Scott que par Cadic, c'est évidemment celui de la vision et du souvenir. Faisant constamment référence aux yeux, du test Voigt-Kampff jusqu'à l'évocation des souvenirs, comme dit précédemment, le film ne manque pas de nous faire remarquer à quel point dans l'histoire les souvenirs sont faussés et les photos n'ont aucune valeur. Tout dans le film tente à donner des informations aux personnages et on est constamment face à des informations visuelles, rien que dans l'importance de la publicité, que ce soit dans ce volet ou dans le 2049. Et du coup, on revient à une question qui est purement éthique et morale que pose le film. Les réplicants, eux qui ont vu des choses qu'un humain ne pourrait voir, eux qui ont ressenti la même chose qu'un humain, qui ressentent la perte, la douleur, qui peuvent mourir, pourquoi ils ne méritent pas de vivre? Qu'est-ce qui justifie, alors que les Tyrell disent « more human than human », qu'est-ce qui justifie le fait qu'on les réduise en esclavage et que, quelque part, on les laisse mourir comme des objets, quoi. Un questionnement qui revient souvent dans la science-fiction, d'ailleurs dans Detroit Become Human, que je viens de finir, du coup j'en parle. Parce que dans Detroit Become Human, c'est un petit peu ça, des androïdes qu'on met en tant qu'esclaves, alors qu'ils ressentent comme l'humain, la même chose. Les Nexus 6 ont comme seule quête celle de la vie, alors que le Blade Runner a comme seule quête celle de l'identité. Tout cela à partir de questionnements sur la mémoire, les souvenirs, plein de choses, et c'est passionnant, c'est super vaste, comme j'ai dit, mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur est-ce que Descartes est-il vraiment un réplicant? Et là ça va vraiment parler philo et tout, et ça sera super cool. Parce que Blade Runner, c'est un film qui ne donne pas toutes les explications.
Et comme tous les films qui ne donnent pas toutes les explications, bonjour tous les films de Christopher Nolan, eh ben, ça fait partie du mythe qui l'entoure quelque part. Les problématiques centrales que j'ai choisi d'évoquer, parce que pour moi c'est celles qui sont les plus importantes et c'est celles qui me touchent, eh bien, sont toujours inexpliquées. Où est le vrai du faux, l'humain de la machine, le rêve de la réalité, ou l'invention du souvenir? Et à partir de là, c'est le spectateur qui doit prendre le relais, choisir, faire sa propre opinion sur le film. Et c'est quelque part toutes ces choses qu'on a abordées qui rendent ce film si unique. Alors, Blade Runner est, comme nous l'avons dit, un film qui a trouvé son public tardivement, étant sûrement en avance sur son temps, ou du moins en avance sur les attentes du public et en décalage avec la SF de l'époque. Il n'empêche que le film résonne aujourd'hui comme une œuvre incontournable qui a lancé les codes de nombreux genres et styles qui le suivront. De nombreuses questions résonnent encore et toujours pour les spectateurs. Descartes est-il un répliquant ? Qu'est-ce qui définit l'homme ? L'androïde mérite-t-il la vie ? La mort ? Que signifient les souvenirs, le poids du passé et la vision ? La mémoire de chacun n'est-elle pas faussée au final ? Ajoutons à cela de nombreuses questions sur le futur, la surpopulation, la pollution, questions récurrentes et qui sont propres à la science-fiction, tout cela donnant un film d'une beauté sans nom. Blade Runner, c'est beau, c'est un film puissant, bourré de sens et de justesse sur l'existence et même sur la mort. Posant finalement une question qui m'a toujours fascinée. Blade Runner ou répliquant, que signifie la vie finalement ? À quoi bon tous ces souvenirs ? Ce que notre cerveau a enregistré durant toute sa vie, puisqu'au moment de mourir, tout cela s'éteindra à jamais, ne laissant rien. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Pour finir, lire ce que Philippe K. Dick écrira à l'équipe du film, peu avant sa mort et après la sortie du long-métrage, me paraît de circonstance. Rien de ce que nous avons fait individuellement ou collectivement n'égale Blade Runner. C'est super réaliste, captivant, si magnifiquement authentique et détaillé que, en définitive, j'en suis venue à trouver ma réalité présente très pâle en comparaison. Ce que je veux dire, c'est que vous avez tous collectivement contribué à créer une nouvelle forme unique d'expression graphique et artistique. Vous avez révolutionné nos conceptions de ce qu'est la science-fiction. Ma vie et mon travail créatif viennent d'être justifiés et complétés par Blade Runner. Merci. Ce sera une œuvre immortelle.